merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Un mariage sur 2 finit en divorce. C'est pas très joyeux, mais c'est comme ça. Alors comment faire lorsqu'il y a des enfants au milieu? Comment leur annoncer? Comment les préserver pendant et après la séparation? On en parle avec notre experte. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. Lisa, il y a déjà beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de réactions. Le divorce parle à bon nombre de gens et donc je vous les lirai un peu plus tard dans l'émission. Dans l'émission. Alors tout de suite, rencontre avec notre experte. Anis Madja, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous êtes, si je puis dire, l'experte de la situation, puisque aujourd'hui, un mariage sur 2 finit en divorce. Donc c'est pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants et 1 sur 3 pour les plus petites. Et c'est aujourd'hui à ça que ressemble la famille. Oui, je pense que c'est quand même important de rappeler que, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, la famille évolue. C'est une donne sociologique au fond. On pourrait même dire que maintenant la famille se définit à partir de l'enfant. Avant, on avait un homme, une femme, ils avaient des enfants, voilà, ça faisait une famille. Maintenant, on ne sait plus trop comment décrire la famille et ça part de l'enfant. En fait, l'enfant a telle et telle famille. Voilà. Donc à des parents. Voilà, à des parents, des frères, des sœurs. Bon, comme je le disais l'autre jour, par exemple, moi, quand je suis rentrée en 6e, c'est l'autre siècle, mais enfin, c'est pas il y a 25 millions d'années. Oui. On remplissait, vous savez, des petites fiches là. En 6e, on mettait son nom. Et au fond de la classe, il y avait une petite Catherine qui levait et qui disait Dame, 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 on doit mettre les demi-frères et les demi-sœurs. Et nous, on la regardait comme une extraterrestre. Enfin, vraiment, qu'est-ce que c'était cette fille qui a des parents divorcés. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. La norme, au sens du plus grand nombre, si c'est ça la norme, oui. Eh ben, c'est les parents séparés. C'est-à-dire que la famille traditionnelle, le père, la mère, les enfants, c'est pas l'exception, mais en tout cas, c'est pas le plus grand nombre. Voilà, donc les enfants divorcés ne sont pas tout seuls. Très bien. Alors du coup, est-ce qu'il est possible et du coup, comment faire pour préserver les enfants en cas de divorce? Bon, alors... Déjà, il faut qu'on soit très clair. On parle du divorce dans les cas un peu ordinaires, un peu banals, hein, pas la grande perversion, pas la grande maltraitance, pas la grande folie. Bon, même si on a tous un petit grain, c'est pas la grande folie. Voilà. Donc, après, il n'y a pas de recette magique pour tous. Hein, donc, c'est plutôt un idéal, voilà, qui est un peu différent selon les gens, mais bon, c'est plutôt... des grands principes idéaux. Alors, ces grands principes, quelques repères, justement, pour ces parents qui se retrouvent dans cette situation. On pourrait dire que finalement, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir des parents responsables. Responsables de leur séparation, responsables de leur union, mais responsables de leur séparation. Au fond, responsables de ça, c'est-à-dire c'est eux qui prennent la responsabilité de leur séparation et l'enfant n'y est pour rien. Donc, en aucune manière, il n'y est pour rien. Et de bien lui dire, oui, qu'il n'y est pour rien. Non seulement il n'y est pour rien, mais il n'a pas à prendre parti et à choisir son camp. Ce qui est aussi un autre écueil quand même, dans lequel beaucoup de gens rentrent, je dirais un peu même naturellement, je veux dire de la prise de parti. Et peut-être un troisième point qui est aussi, au fond, à part le conflit de fidélité, aussi le côté tu ne peux rien y faire. C'est aussi ça être responsable. C'est-à-dire que, voilà, c'est notre affaire. Voilà. Et qu'un enfant... la séparation, ça concerne les adultes, un homme et une femme, mais pas les enfants. Alors comment on fait... Oui, je vous en prie, Lisa. On dit que pour elle, elle pense que c'est le contraire, car un enfant ressent les émotions de ses parents, c'est en quelque sorte une éponge, donc on ne pourra pas éviter de souffrir si ses parents... Oui, les enfants, bien sûr, ressentent les émotions, mais enfin... justement, tout le travail des parents, c'est d'arriver à différencier ce qui est de leurs émotions que des émotions, ou au fond de la façon dont l'enfant essaie de répondre à l'émotion du parent. Oui. Je pense que bon, on aura peut-être d'où l'intérêt de mettre des mots. Voilà, et puis peut-être chacun à sa place. Voilà. Alors Annie, comment est-ce qu'on fait pour leur annoncer cette séparation ? Bon, chacun à sa manière, hein, je dirais comme avant. Enfin, je veux dire, chacun à sa manière, chacun à sa façon, avec ses mots. C'est rarement du jour au lendemain qu'on décide de divorcer. Il est rare que ce soit le coup de tonnerre dans le ciel serein, mais ça arrive. Bon, après, le consentement mutuel, la séparation dans la grande paix,
Ça arrive aussi, de plus en plus, mais la plupart du temps, oui, mais quand même, la plupart du temps, c'est plutôt la haine, le combat, le mépris, la lutte, bon. Donc au fond, c'est le plus simplement possible avec ces mots, mais surtout, je pense que vraiment, ce qui est fondamental, c'est que ce soit une parole qui tienne. C'est-à-dire, il faut que les adultes aient une parole qui tienne, qui garantisse à un minimum quelque chose. C'est-à-dire que un adulte à qui on peut faire confiance, puisque ce qu'il raconte, c'est pas des salades. Mais est-ce qu'on peut tout dire? Alors tout. Déjà, est-ce qu'on peut tout dire dans la vie? Je pense que ça, c'est une autre, question. Est-ce qu'on peut tout dire? Voilà, même du rapport au langage, est-ce qu'on dit tout? Bon, mais ça, c'est pas tout à fait notre propos. Mais est-ce qu'on peut tout dire? Ce qui concerne, c'est toujours la différence entre père, mère, homme, femme. C'est-à-dire que tout dire sur ce qui concerne l'enfant, c'est-à-dire ce qui concerne le divorce dans le sens de rapport à son père, du rapport à sa mère, mais après les histoires d'alcôve, les histoires qui concernent l'intimité du couple, bien sûr que non, là, mais ça pas plus que, voilà, mais pas plus que dans la vie quotidienne, un enfant a besoin de savoir les histoires intimes de son père et de sa mère. Alors, est-ce que vous pensez que ça conditionne la vie de couple future de l'enfant? On peut dire un peu, de manière un peu banale, que ce qu'on vit dans l'enfance, bon, ça conditionne, mais dans quel sens? Ça, on ne sait pas non plus. Pas forcément dans le sens de la répétition, peut-être, mais aussi dans le sens de contraste, certains font. Alors, est-ce qu'on va l'annoncer différemment en fonction de l'âge? Est-ce que ça passe mieux auprès des jeunes enfants ou c'est plus compliqué avec les ados? Comment faire? Moi, j'aurais tendance à dire que chez les jeunes enfants, ce qu'il y a d'assez caractéristique, c'est que quand on est petit, on pense que le monde tourne autour de soi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée, voilà, qu'on est au centre du monde. Donc les petits ont tendance, même quand ils ne le disent pas, et même quand ça n'est pas si évident que ça, donc c'est important quand même de le rappeler, que c'est de leur faute. Voilà. Et que si les parents se sont séparés, c'est de leur faute, parce qu'ils sont des mauvais enfants, parce qu'ils obéissent pas, parce que ci, parce que là. D'autant que quand on est petit et qu'on est éduqué par des parents, on se fait souvent gronder. Et donc on peut interpréter ça, ça donne du grain à moudre un peu du côté de bon, c'est bien ma faute. Voilà. Et du côté de la culpabilité, c'est quand même important, voilà, d'appuyer avec les petits cette question-là. D'où l'intérêt de les déculpabiliser et peut-être voilà. de leur rappeler... Même de leur en parler peut-être, que c'est pas de leur faute. Que c'est pas de leur faute. Alors comment les aider pour qu'ils continuent à s'épanouir dans cette situation qui est un peu compliquée? Déjà peut-être leur faire un peu confiance, parce qu'on fait pas tout. Les enfants, c'est quand même pas, voilà, juste des objets qu'on manipule. Ils ont quand même aussi un peu, tout jeunes qu'ils soient, ils peuvent cheminer aussi un petit peu tout seuls une fois que, je dirais, on essaie de mettre en place un minimum de principes, je dirais, un peu idéaux comme ça. Alors qu'est-ce qui est compliqué? C'est la période de transition ou c'est vraiment la séparation pour les enfants? Oh, ça, je pense que ça dépend vraiment des enfants. De la situation. Vous avez des couples qui... Ça dépend un peu aussi de ce qui s'est passé avant. Oui. Il y a des gens qui restent ensemble toute leur vie, en se disputant toute leur vie, en disant toute leur vie qu'ils vont se séparer. Et qui ne le font jamais. Et qui ne le font jamais. C'est aussi un mode d'être ensemble. Donc, bon, ça dépend un peu de... Oui, Lisa. Henri nous énonce son problème. Mon ex-femme dit à mes garçons qu'ils peuvent choisir d'aller dormir chez moi s'ils ont envie. Le juge a ordonné la garde alternée le week-end et les vacances. Ils ne viennent jamais et je ne dis rien pour ne pas envenimer la situation. Mais c'est très dur de ne pas les voir. Comment puis-je faire? Comment faire? Bon, alors bien sûr, c'est des réponses un peu sans connaître le contexte. Donc, avec les précautions d'usage, je dirais qu'au fond, déjà, peut-être que c'est important pour des enfants d'entendre que leur père a envie de les voir. Parce qu'au fond, accepter qu'ils ne viennent pas, c'est aussi dire, bon, finalement, c'est pas si important que ça. Donc, bon, peut-être que d'affirmer qu'on veut les voir, c'est quand même quelque chose. Après, vraiment, je crois que c'est ça être parent responsable. C'est-à-dire que le privilège de l'enfant, c'est de ne pas avoir à prendre des décisions. Donc, c'est les parents qui doivent prendre les décisions. Alors, évidemment, comme on n'est pas de toute évidence dans une harmonie, enfin, voilà, c'est ce en quoi, c'est un point qu'on peut évoquer aussi tout de suite, c'est-à-dire que les enfants ne doivent être ni un enjeu, ni un objet de chantage, voilà, ni un otage entre les parents. C'est-à-dire que le divorce, c'est une histoire entre les adultes. Des gens se sont choisis, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avant le divorce, il y a eu quand même une union, voilà, dont sont issus les enfants, où est issu l'enfant en question. Donc, il y a eu une union. Au moins, pendant un instant, l'instant de concevoir l'enfant, il y a eu une rencontre, voilà. Bon, après, on assume. On n'a pas choisi ce partenaire, on s'est trompé ou pas, on assume chez soi, on assume ses erreurs, mais ce n'est pas les enfants qui doivent choisir quoi que ce soit
en l'occurrence. D'accord. Ah ben justement, dans le cas d'Henri, séparation, ça veut donc dire 2 maisons pour les enfants. Est-ce qu'il y a un foyer et un autre endroit? Comment ça se passe? Alors moi, je trouve formidable que quand on habite chez ses 2 parents, on dit « je vais chez moi ». Voilà. On dit je vais chez mes parents que quand on est trop grand et que finalement on se dit bon ou j'habite chez mes parents parce qu'en fait on sait qu'on devrait habiter ailleurs mais qu'on habite chez ses parents. Mais les enfants de parents séparés, il faudrait qu'ils disent chez mon père ou chez ma mère. Alors le langage, il reflète aussi quelque chose de ça, c'est-à-dire où est sa place. C'est-à-dire on devrait pouvoir trouver, alors chacun avec ses mots, une façon de dire, je sais pas, chez moi, chez mon père, chez moi, chez ma mère, chez moi avec mon père, enfin des façons de dire. Mais c'est quand même assez incroyable de voir que voilà, les enfants disent chez mon père ou chez ma mère. Et comme m'a dit un petit garçon la dernière fois, il me dit et moi, j'habite où alors si je vais chez mon père ou chez ma mère? Donc voilà une réflexion qui peut ouvrir. Alors comment on crée justement le foyer pour l'enfant? Ah, chacun d'inventer. Hein, voilà, comme je disais, pour les nouvelles familles, nous aussi, nous apprenons à faire avec les nouvelles familles. C'est-à-dire qu'on voit des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, chacun trouve sa solution. Par exemple, moi, j'ai rencontré une fois une famille, les parents habitaient. On dit souvent que dans les séparations, il faut un peu que les choses soient un peu programmées, pour que les enfants ne soient pas soumis, ça c'est très important, aux caprices des parents. Je veux pas, je te prends, je te laisse, voilà. Et qu'ils aient un emploi du temps où ils sachent un peu. Des repères. Voilà, où ils vont, etc., etc. Mais moi, par exemple, j'ai rencontré une famille, les parents habitaient à chaque bout de jardin. Et les parents et les enfants, ils vaquaient de l'un à l'autre. Bon, Ça, c'est le meilleur des cas, ça. ben, on ne sait pas si c'est le meilleur des cas. Pour certains, ça peut être troublant. Déjà, on se dit, bon, il se trouve qu'eux ne se surveillaient pas. Parce que j'ai rencontré la même chose, mais chacun des parents se surveillait. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'habitaient pas. Vous voyez, ils n'habitaient pas dans la même maison, mais en fait, ils avaient toujours une histoire ensemble. C'est-à-dire, ils étaient ni avec toi, ni sans toi. Donc, Voilà, bon, ils les étaient parents, totalement séparés. les enfants, là-dedans, c'est pas simple. Mais cette famille-là est une famille, on pourrait dire, un peu bohème. Voilà. Hein, c'est-à-dire que chez eux, il n'y avait pas, et c'est leur mode d'être, voilà, des choses comme ça très rigoureuses. Ben pour ça marche assez bien. Voilà. Et pourtant, a priori, c'est pas le genre de choses qu'on c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Enfin, mais c'était l'idée. En tout cas, chez eux, ça marchait bien. Alors Annie, on parle de ce qu'il faudrait essayer de faire, mais que faut-il surtout ne pas faire? Bon, alors ça, c'est vraiment très important, parce que c'est peut-être plus simple comme ça. Hein, voilà. Déjà, un enfant qui ne soit ni otage, hein, ni en jeu, ça c'est le plus compliqué. Et en plus, je dirais que même naturellement, même les gens intelligents et cérébrés qui savent qu'il ne faut pas le faire, ils le font quand même parce que ça marche. Voilà, parce que c'est un enjeu qui marche. Ensuite, Alors, très rapidement, 10 secondes pour conclure, Annie. Oui, des enfants qui ne soient pas des intermédiaires ni des messagers. Ouais. Hein, des enfants qui ne soient pas des confidents ni des médicaments ni des thérapeutes de leurs enfants. Et des enfants qui ne soient pas devant un choix impossible de choisir entre ton père et ta mère dans un conflit de fidélité absolument infernal. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Annie. Et pas partenaire dans le lit. Pour ces recommandations, on va essayer de faire au mieux. Faites comme vous pouvez. Merci beaucoup. Merci Lisa de m'avoir accompagnée tout au long de la semaine. C'est un plaisir, Célia. Moi, lundi, je vous retrouve avec Faustine. On va parler d'autre chose. On va vous parler des travaux qu'il faut faire pour essayer de réduire ses factures d'électricité en réduisant sa consommation énergétique. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous embrasse. Ciao.